Congo ya makasi, Congo ya balongi. Permettez-moi quand même de porter mon chapeau. Ah oui, il n'y a pas de problème. Le cadre, nous sommes ici pas un groupe politique. Nous sommes des Congolais de la diaspora. La raison de notre visite, c'était notre réaction de la lettre de Madame Congresswoman Sanchez qui a écrit, accompagnée de 40 autres congresswomen, contre le deal minier, ils ont donné leur point de vue, ce qui est tout à fait normal. Oui. Et ils exercent leur droit de liberté d'expression. Et dans cette même logique, nous avons aussi pris le temps d'argumenter, argument contre argument, de donner notre point de vue sur ça. Point de vue contraire et notre son de cloche. Alors nous venons au State Department, parce qu'eux ils étaient adressés au State Department, et au président Trump. Donc, nous avons déposé une copie là-bas et une copie aux Maison Blanche et aussi au Congrès. Alors, c'était tout à fait normal de venir à notre représentation. C'est vous qui nous représentez ici, vous remettre une copie officiellement. Alors, si vous permettez, je vais lire le mémo et aussi vous remettre ça d'une manière officielle. Merci. Mémorandum de la communauté congolaise des États-Unis d'Amérique. À l'intention du président Donald J. Trump, du secrétaire d'État Marco Rubio et des membres du Congrès américain. Objet: réponse à la lettre de la députée Linda Sanchez concernant la transparence de l'accord États-Unis-RDC sur les minéraux critiques. Date le 13 août 2025. L'honorable Linda Sanchez, membre du Congrès. Nous, la diaspora congolaise aux États-Unis, aux côtés des communautés africaines, du mouvement congolais pour Trump, les défendeurs mondiaux de la justice et de la paix, répondons à votre lettre en date du 8 août 2025 concernant l'accord sur les minéraux critiques entre les États-Unis et la RDC. Nous reconnaissons et apprécions votre préoccupation pour le droit de l'homme, les conditions de travail et les impacts environnementaux liés à l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Ces problèmes sont réels, urgents et dévastateurs pour des millions de Congolais. Cependant, votre analyse et la réponse que vous proposez, bien que bien intentionnée, ne parviennent pas à aborder les causes profondes de l'instabilité du Congo. En se concentrant principalement sur les conséquences visibles, les rebelles M23/AFC, les conflits par procuration et les habits miniers artisanaux, votre lettre néglige l'architecture politique, économique et militaire délibérément imposée à notre pays depuis 1997 par les administrations successives du Parti démocrate à Washington. Tant que ce système ne sera pas démantelé, toute solution restera superficielle. Notre réponse. 1. La source de la crise de 1997 en 2006. La tragédie moderne de la RDC a commencé lorsque l'administration Clinton a orchestré et soutenu l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, pour renverser un gouvernement souverain, un coup d'État, a déclenché une guerre qui a tué plus de 13 millions de Congolais. Installation d'un système conçu par l'exploitation d'entreprises étrangères,
a conduit au Code minier de 2002 et à la Constitution de 2006, tous deux conçus pour dépouiller le peuple congolais de la propriété réelle de la terre, sol et du sous-sol, et ne laissant que le droit d'exercer la souveraineté nominale. 2. Sur le travail des enfants et les violences sexuelles dans les mines. Il y a un fait central à retenir. Dans l'est de la RDC, une proportion importante des exactions est concentrée dans les zones contrôlées par les groupes armés, en particulier autour des gisements stratégiques tels que Rubaya, mine de coltan. Le contrôle des zones minières par les rebelles et l'extorsion le long des routes par lesquelles passent les minéraux alimentent les travails forcés, les travails des enfants et la violence. Ainsi, les violences citées par Mme Sanchez se situent principalement dans les zones minières sous contrôle de groupes armés, entre parenthèses les rebelles du M23, les milices rwandaises, les milices ougandaises, et non dans les sites industriels formels. Des sources officielles telles que les rapports de l'ONU 2023-2024 confirment que les groupes armés financent leurs opérations en contrôlant des sites miniers et en extorquant les extorsions le long des routes commerciales avec le soutien. De données indépendantes américaines, le département de travail des États-Unis, entre parenthèses ILAB, Bureau des affaires internationales du travail, rappelle en 2023 et 2024 la persistance du travail des enfants dans l'exploitation artisanale du cobalt, tout en notant le programme des rémédiations lancé par les autorités congolaises. Ce n'est pas l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Cette situation est fortement corrélée avec les secteurs informels et les zones à haut risque qui opèrent des milices armées incontrôlées. Cela implique également que le travail des enfants dans le cobalt provient principalement du secteur artisanal où l'État est absent, où ces milices opèrent. Condamner le travail des enfants est essentiel, mais ignorer le rôle des groupes armés de la contrebande couvre à travers les frontières des pays agresseurs évite de rendre de compte. Des mécanismes de traçabilité sérieux et le nettoyage des chaînes d'approvisionnement ciblent spécifiquement ces zones grises. 3. À propos de morts ignorés et les Congolais déplacés internes. Depuis 1996, cela fait près de 30 ans, la RDC a été victime d'agressions de ses voisins rwandais et ougandais. L'étude des références de l'IRSC, International Rescue Committee, a estimé à 5,4 millions le nombre de décès entre 1998 et 2007. Cette estimation est débattue par certains chercheurs, mais n'a jamais été contredite par un consensus clair. Aujourd'hui, avec la poursuite de la violence et l'effondrement des services de base, le nombre de décès projetés dépasse plus de 8 millions. En 2024 et 2025, seulement entre 6 et 7,5 millions de personnes sont déplacées à l'interne du pays, selon l'ONU, entre parenthèses OCHA, entre parenthèses UN et SCA, avec une détérioration marquée, en particulier autour de Goma. La plupart de ces tragédies sont liées à des conflits alimentés par les pillages miniers et les interférences régionales, notamment du Rwanda. L'indignation sélective face aux abus miniers, sans mentionner ces crimes de guerre, est une omission significative. Le cœur de la tragédie congolaise est la violence armée récurrente et le dépouillement des populations, pas seulement la question de la conformité aux normes par les sociétés minières. Les deux questions sont liées, mais les victimes congolaises doivent être au centre. 4. Les responsabilités des groupes armés et leur soutien extérieur. Des rapports récents des Nations Unies de 2024 documentent la participation et le soutien des pays voisins, y compris le Rwanda, par le M23 et d'autres réseaux armés opérant dans les zones minières. Ces constatations sont également confirmées dans des résumés indépendants. Récemment, les médias internationaux ont rapporté les massacres et les déplacements
attribués aux coalitions rebelles, y compris les M23/AFC soutenus par le Rwanda. Sur le rapport de cartographie de l'ONU publié par le Bureau de Haut-Commissaire aux droits de l'homme en 2010, il documente 617 incidents graves de 1983 en 2003, massacres, viols, crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis par les forces rebelles, y compris des armées étrangères. C'est un acte d'accusation historique qui met en lumière l'impunité persistante. Les grandes ONG réclament depuis des années un mécanisme judiciaire crédible pour juger et punir ces crimes. Aucune mesure judiciaire internationale significative n'a été prise à ce jour. 5. Le financement de la guerre hybride à travers les minéraux. Les revenus des minéraux de contrebande constituent un loyer de guerre qui alimente la violence. Les sanctions américaines du 12 août 2025 au FAC, au département du Trésor des États-Unis, contre ces deux entités congolaises et ces deux entreprises chinoises impliquées dans la contrebande du coltan tantalum en provenance des zones rebelles, entre parenthèses, Rubaya, et des groupes armés ainsi que leurs réseaux commerciaux dans les zones minières. Cela prouve que la question du contrôle de flux est centrale. Les faiblesses du système de traçabilité, par exemple, ITSCI, ont été documentées, d'où la nécessité d'audits indépendants, de contrôle frontalier et de technologies plus robustes, entre parenthèses, sur base de données ouvertes et traçabilité par balance massive. 2. Pourquoi un accord minier États-Unis, RDC peut aider à mettre fin à la guerre et établir un nouvel ordre? A. Mécanismes concrets qui réduisent les financements des groupes armés. Un accord bien conçu peut aligner légalement le flux d'exportation de la RDC sur les normes de l'OCDE, Diligence Reasonable, cartographie des risques et rémédiation, grâce à des audits publics et des sanctions en cas de non-conformité. Renforcer la traçabilité des thym, tantal, tantantène, coltan et or, grâce à des chaînes certifiées et vérifiables, sites, points d'exportation et raffineries, utilisant des données ouvertes. Les évaluations du NAF Project montrent clairement que là où la diligence raisonnable a été appliquée, la présence des groupes armés dans les mines de Treaty J a considérablement diminué. L'or cible le lien le plus insaisissable avec des régimes spéciaux, raffineries agréées, postes de commerce transparents, sanctions secondaires. Des études soulignent que l'or a continué à financer des groupes armés pendant que le 3T était formalisé. Mining artisanal et petite échelle. Formalisation et centre d'achat officiel, banque, sécurité des sites et interdiction des taxes illégaux aux barrages routiers, conditions. Accès préférentiel au marché, financement américain lié à la protection des civils, au désarmement et aux accords de contrôle transfrontalier. RDC, sanctions contre les exportations complices des réseaux armés. Lorsque la diligence raisonnable est véritablement mise en œuvre et surveillée, les profits de la guerre diminuent. Les chiffres publiés par Inner Project de Trutigi l'ont démontré. Les défis majeurs restent l'or et les chaînes de contrebande. B. Effet attendu. Assèchement des revenus illicites des milices en réduisant leur capacité opérationnelle. L'augmentation des recettes fiscales pour l'État congolais favorisera les investissements sociaux et sécuritaires. Meilleur climat pour les négociations de paix régionales. 3. L'héritage des démocrates. 30 ans de dommages. Depuis Clinton jusqu'à Obama et Biden. Les politiques du Parti démocrate au Congo ont protégé l'accès des entreprises à nos minéraux tout en cachant derrière un langage humanitaire. Adopter des lois telles que la loi publique 109-456 loi Obama, qui ont eu peu d'effet sur le rétablissement de la souveraineté ou
la fin de l'exploitation. Utiliser les congrès comme un théâtre de posture morale, tandis que les vraies décisions servent les intérêts des multinationales. Le résultat a été catastrophique. Plus de 8 millions de morts, génocide indicible, 7,8 millions de personnes déplacées, 40 000 enfants mineurs et 80 000 travailleurs forcés dans des conditions mettant leur vie en danger. Dévastation de l'environnement et communautés empoisonnées. Conséquences cachées. Immigration et risque de fraude. Les chaos orchestrés par des décennies d'interventions soutenues par les partis démocrates a eu des conséquences au-delà des frontières du Congo. Une gouvernance faible et une instabilité prolongée ont permis la manipulation des programmes humanitaires pour des agendas politiques. Plus de 100 000 individus sélectionnés par les régimes de Kigali, y compris des prisonniers jugés de bonne conduite, ont reçu de fausses identités congolaises et ont été enregistrés comme réfugiés par les biais des programmes de réinstallation de l'ONU. Ce schéma sert un double objectif. 1. Cela permet aux alliés de Kagame de placer des agents à l'étranger sous le prétexte de protection humanitaire. 2. Cela crée un mécanisme pour repeupler les zones dans l'est de la RDC contrôlées par les rebelles M23/AFC avec les individus loyaux aux intérêts rwandais. Ces actions représentent des risques sérieux pour la sécurité nationale des États-Unis, l'intégrité des programmes et des réfugiés et la souveraineté de la RDC. Nous appelons les FBI, le gouvernement de la République démocratique du Congo, les Nations Unies à enquêter de manière rigoureuse sur ces opérations. La transparence, la vérification et la responsabilité sont essentielles pour empêcher l'exploitation de programmes humanitaires à des fins politiques ou militaires étrangères. 4. Pourquoi Trump-Tshisekedi représente une rupture avec le passé? Le président Donald J. Trump et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo représentent les premiers duos des leaders américains et RDCN en des décennies visant à cibler les causes profondes de la crise congolaise plutôt qu'à gérer les symptômes. Leur approche gagnant-gagnant cherche à 1. Démanteler les systèmes de contrôle étrangers de 1997 à 2006. 2. Restaurer la véritable propriété congolaise des terres et du sous-sol. 3. Mettre fin au cycle de guerre qui a politiquement et économiquement profitable pour les acteurs étrangers depuis 1997. Il ne s'agit pas de créer un meilleur contrôle pour un système défaillant. Il s'agit de remplacer le système lui-même. 5. Notre position. Nous soutenons tout accord qui restaure la souveraineté sur les terres et le sous-sol au peuple congolais. Met fin à l'héritage de l'AFDL, ancré dans le code minier de 2002 et la constitution de 2006. Brise les réseaux politiques, coopératifs et militaires qui ont alimenté la guerre pendant plus de 30 ans. Nous rejetons les récits présentant l'accord sur les minéraux critiques entre les États-Unis et la RDC comme intrinsèquement dangereux, sans reconnaître l'opportunité qu'il offre de démanteler les cadres d'exploitation construits par les démocrates. À la lumière de tout ce qui précède, nous recommandons fortement à la députée Linda T. Sanchez de soutenir l'accord minier États-Unis-RDC, car s'il est mis en œuvre rigoureusement, il sera un outil stratégique pour couper les finances de la guerre hybride et injuste que la RDC endure depuis près de 3 décennies. Cela restaurera la souveraineté économique du pays, rétablira l'autorité de l'État congolais sur les territoires contrôlés par les rebelles et protégera les populations contre ces forces opposées. La bonne attitude serait de renforcer l'accord minier et non de l'affaiblir. En effet, un accord minier renforcé, accompagné des sanctions, mettra fin à toute forme de fraude et de violence. Le soutien à la mise en œuvre du rapport de cartographie de 2010 est crucial pour mettre fin à l'impunité en République démocratique du Congo et alléger la souffrance du peuple congolais.
La signature du contrat minier et la création d'entreprises formelles mettront fin à l'exploitation artisanale en offrant des emplois stables aux communautés locales. Bien que sa lettre soit un droit du législatif, les victimes congolaises doivent être au centre de préoccupation de tout et non reléguées au débat partiel et politique. Nous ne devons jamais oublier que le peuple congolais souffre depuis 1996, et soit près de 30 ans. L'initiative du président Trump pour la paix en RDC est un acte courageux qui mérite d'être soutenu au-delà des querelles politiques et des partis. Le président Donald J. Trump mérite le prix Nobel de la paix 2025. Tranché. Et nous avons donné les annexes, chronologie et les personnes qui ont signé. Junior Bonpetti, président de Congolese for Trump Movement. Dadi Djamba, co-founder et président de Kimvuka Connect. Dr Alfonso Olosho Makwala, président of Organization et Mbembe Bondo, États-Unis. Jacques Dieudonné Itango Miango, président of Global Congolese Diaspora Network. Didier Bokungu Njoli, directeur exécutif of Congo Power Brainstorm, États-Unis. Nanou Munguludiaka, président of Fondation Yamgoul. Prosper Makanda, président of Mouvement Citoyen Congolais. Jean-Paul Belechai, président of Congolese American Committee. Guy Mundela, président of American Committee Network. Cheben Mbosi Westman, president of Association of Babembe Bondo, Bowling Green, Kentucky. Paul Mwinga, Montanan constituant. Organisation des Fourmis Rouges, Canada. Kumu Katalai, artiste. Fortuna Kassongo, à Conseil national de la diaspora congolaise, CNDC. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Vous remontez officiellement. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette initiative. Merci. Vous êtes des Congolais patriotes. C'est comme ça que notre président a dit, partout là où Congolais se trouve, il faut défendre votre pays. Merci. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut aimer notre pays que nous-mêmes. Oui. Comme vous êtes mis debout, dès la sortie des signatures de ces congressmen qui cherchent à renier ce qui est en train de se faire, vous n'avez pas pu vous retenir. Vous êtes mis debout dès le premier jour et je voudrais, au nom de l'ambassade de notre gouvernement, ici à Washington, vous remercier sincèrement. Merci. Merci, Excellence. Vous continuez de cette manière-là. Merci. La nation vous sera reconnaissante. Merci beaucoup. C'est vrai, la nation n'a rien à vous donner, mais ce qui compte, c'est votre patriotisme. Merci. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci, Excellence. Merci, Excellence. Merci. Est-ce que nous avons un mot à... Vous pouvez dire un mot, chacun peut dire un mot. Je pense avec Excellence Jean-Charles Lokoto. Oui. Nous avons essayé de travailler avec lui à Maryland, en Virginie, à Houston et à New York. Il vient d'arriver en Europe et il va glisser vers Kinshasa. Mais il doit rentrer vite pour préparer avec nous l'arrivée du chef de l'État parce que le terrain est glissant. Ils le suivent aussi à distance, tout ce qu'ils sont en train de faire. Il a ramené tous les rapports que vous avez fait avec lui ensemble. Oui. Je pense qu'il vous appellera d'un moment l'autre. Oui. Voici cette équipe, ce sont des leaders. Nous sommes assez nombreux, mais on a voulu sélectionner les têtes pour que la bonne chose soit restreinte. Parce que nous sommes un groupe représentatif. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Président Fortuna. Non. Ah non, Excellence. Non, nous on va parler quand ça va clôturer. Excellence, moi je suis habitué de parler en notre patois. Oui. Donc, Papa Chaco, Michel, ils sont vérité au batalelo, Tolingako Mingi, Ponani, Komikitsa Nayo, Malito Inayo, Ezalaka, Nabiso Boutu Namoy, Lelo Kuto, le président Dadi, Auto Balanga Makamo Ibele. Mais vous portez soutien à Bissot, parce que tant on a essayé de kaki, on a dit la banque dans la baya,
nayoka bakenda yebi toba balongi to balongi mais tolongi papa tozali awa ti lundi pour te déposer na State Department ya uti Dallas totule hotel on appelle na uti New York nazali awa ya mwana tokoloba ke vent nouveau esi botami mwana na yo oya botami yeyo oyo tokobenga lelo mouvement d'un élan patriotique ou bien d'un sursaut patriotique tokobenga balider nyonso autour na biso mpona bino boaccompagne biso bino baparent biso mpe étant basociété civile toyeba comment tokoluka tobundela mboka sikoyo bec et oncle donc oyo nazalaki nango kaka koloba yango wana. Merci président Dadi. Bon, moi je sais pas bref, le président doit partir. Je peux même dire en lingala aussi. Ouais. Un adage qui dit, c'est un adage ivoirien. Hein? Ceux qui ont été côté oiseau pour ma soso, ils ont passé pour nous signer le papa soso. C'est-à-dire ce pour ma soso à 2000 km. Il y a tout ça dans ma machette. Bon, comme cela, on connaît. D'ailleurs, mon moni est fort sur tout ça. Bande de gens dans le Congo, dans le Moussika. Bateau pour ma soso pour le Congo il y a awa. Il y a mon biso à tout ça awa. Donc comme ça tout ali, oui, il faut tout ça du papou. Et ceux qui ont un âge de soso nyonso, où ils ont appartenu à biso il faut tout terminer. Il y a mon ils ont effort tout ça ensemble. Ils ont acte mon c'est non partisan, c'est apolitique et ça regroupe toutes les tendances des gens qui se sont réunis. Les responsables des communautés, les responsables d'associations, on s'est réunis pour défendre le pays. C'est un acte civique. Oui, donc on tient même à rappeler à toute personne qui aime son pays, dans ce genre de situations, vous ne pouvez pas condamner les gens qui travaillent pour le pays. Nous les faisons en âme et conscience, nous les faisons par amour au pays et non par un intérêt quelconque. On n'a pas de lien avec un certain politicien, on ne nous a pas payé, on nous a pas envoyé. Exactement. Et il faudra que tout Congolais, partout où il est, où il va écouter ce message, de savoir que ce que nous faisons, ce sont des actes civiques, patriotiques et apolitiques, non partisans. Nous continuerons à le faire et nous sommes là pour le Congo, nous resterons pour le Congo. Ce que nous faisons, c'est pour nos enfants. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Car nous, là, j'avance. Oui, moi, j'étais surpris que j'ai déjà le truc à peu de diminuer. Mais on le fait pour nos enfants. Exactement. Et nous croyons sincèrement que ça va aboutir et nos enfants vont en témoigner. Alors, je vais dire un petit mot. Excellence, merci pour votre sens de responsabilité élevé. Au-delà des heures régulières de travail, vous avez dépassé pour nous attendre dans cette lutte, dans ce combat. Cette lettre est sortie lundi et nous nous sommes réunis au téléphone pour entrer au travail. Et vous avez vu que c'était un peu long, mais parce qu'il fallait répondre point par point, donner notre version. Et cette droit de réponse est garanti par la Constitution américaine dans son First Amendment qui garantit la liberté d'expression, la liberté de manifestation. C'est très important. Si nous-mêmes, les fils du Congo, ne sommes pas debout pour répondre pour le Congo, personne d'autre ne fera à notre place. Donc nous devons prendre notre responsabilité à bras le corps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous réjouissons de votre accompagnement. Et au-delà des moyens financiers, mais d'abord votre appui moral, votre disponibilité. Ça vient d'abord ça, la disposition du cœur. Après les moyens. Bien évidemment, nous avons besoin de moyens. Notre souhait est que, par vous, qui vous représentez les autorités du pays, de considérer la diaspora congolaise. Parce que nous sommes les ponts entre les États-Unis et les Congo. Nous avons étudié ici, nous avons la famille ici, nous sommes nés au Congo. Donc nous comprenons les Américains, nous comprenons le Congo, puisque nous sommes Congolais d'abord. Donc notre gouvernement, c'est un cri de cœur
de considérer la diaspora. Parfois, ça fait mal de voir que des milliers de dollars, si pas des millions de dollars, dépensés à des firmes étrangères. Pendant que nous-mêmes, les Congolais, nous avons abandonné. Moi, je viens de Texas, je viens de Dallas. J'ai payé mon billet, j'ai laissé ma famille. Je suis venu ici, je ne suis pas payé. Pendant qu'il y a des organisations qui sont payées, mais parfois les résultats restent à désirer. Vous voyez, si nos autorités par vous peuvent considérer la diaspora congolaise américaine, nous ferons la différence. Et comptez d'abord par nous, d'autres communautés les font. Pourquoi pas nous? Nous croyons au chef de l'État, nous croyons à notre gouvernement, nous soutenons. Et ces deals, États-Unis, Congo, nous la diaspora, nous ne pouvons pas rester hors jeu. Parce que nous sommes ici, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des chefs d'entreprise et nous devons jouer un rôle. Et que cette manne-là de 500 milliards qui viendra au Congo, nous la diaspora, nous devons être au cœur de ces projets-là. Donc c'est vraiment un cri de cœur que nous lançons à travers de vous et à tous les gouvernements de considérer la diaspora. Nous ne sommes pas des marchepieds, mais nous sommes un pont pour réunir les deux nations. Et nous sommes là pour défendre la paix et la paix. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la paix. Et je dis, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Rise up, stand up, Congo moko, ekolo moko, naba moko, neto polonga. Congo ya lokumu, Congo ya makasi, Congo ya balongi, Congo ya bakoko na biso, Congo ya baindo, Congo ya kimbangu, Congo ya kimbavita, Congo ya bahéros nationaux, Congo ya kasavubu, Congo ya lumumba, Congo ya mobutu, Congo ya bakongolais, Congo ya bakongolais, Congo ya Moussa Kabila, Congo ya Fachi Beton.